Zulf Lawan, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de sociologie, de littérature et de l'histoire de l'Afrique du Nord. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir les écrivains Geneviève Chauvel et Nadia Agsous. Geneviève Chauvel, bienvenue à Berbère Télévision. Merci de votre accueil. Je vous en prie. Nadia Agsous, bienvenue à Berbère Télévision. Merci Azul et bonjour à tout le monde. Azul, bienvenue. Donc nous commençons le débat avec Geneviève Chauvel qui vient de publier aux éditions L'Archipel un excellent récit que je recommande à tous les téléspectateurs intitulé Les Cavaliers d'Allah. Et il s'agit donc de l'arrivée de l'islam en Afrique du Nord. Alors Geneviève Chauvel, votre récit raconte donc cette période historique qui n'est pas très connue. Donc il a fallu au moins 60 ans pour que l'islam arrive donc à s'installer en Afrique du Nord. Absolument, et c'était 60 ans de lutte qui, les Arabes avaient conquis l'Égypte, la Syrie très rapidement, l'Égypte rapidement aussi, et avaient défait les Byzantins. Ils arrivent en Cyrénaïque tripolitaine et ils arrivent en Ifriqiya. Et là, déjà, le calife Omar avait dit on ne touche pas à l'Ifriqiya, c'est le lointain perfide. Donc, ne touchez pas, les Berbères, c'est un peuple terrible, un peuple guerrier, et on ne sait pas ce qui peut arriver en face d'eux, n'y touchez pas. Et puis le calife Othman, lui, comme les conquêtes précédentes avaient rapporté de l'argent, s'était habitué au luxe, donc voulait aller beaucoup plus loin, parce qu'il avait lancé des incursions, et on lui avait dit c'est un réservoir d'hommes, et des richesses incroyables. Donc le butin, l'appât du butin, l'appât des hommes à trouver pour faire des esclaves pour les harems, des femmes, des enfants, tout ce qu'on voulait, des guerriers. Enfin, donc il fallait prendre l'Ifriqiya. Ils sont entrés en Ifriqiya. En 647, il y a eu une première incursion, attaque, et puis ils sont repartis avec un butin énorme, plusieurs villes abîmées, la fameuse bataille de Sbeitla, où les Byzantins sont dans le sud, là, qui sont complètement défaits. Il ne reste plus que Carthage pour représenter la force de Byzance. Et puis, finalement, c'est en 666 qu'on envoie un général. Alors là, Othman a décidé qu'il faut conquérir l'Ifriqiya. Okba le terrible, Okba le féroce, qui arrive. Alors lui, il rase un village, nettoie tout le monde, tout ça est rasé et tué. Et puis, quand on arrive au village suivant, on n'a plus besoin de tirer le sabre parce que tout le monde est à genoux, déjà, devant la porte du village. Alors, il a fait cela. Et puis, bien sûr, Okba s'est rendu compte que rentrer en Ifriqiya pour ensuite ramener le butin en Arabie, on perd du temps. Il faut s'installer en Ifriqiya. Et c'est lui qui a l'idée lumineuse de construire la ville de Kérouan. Donc le camp de base, le camp d'entraînement, en même temps l'endroit où on peut rassembler le butin, et puis ça fait une base solide pour ensuite pouvoir repartir dans d'autres expéditions sans perdre de temps, et en même temps un point de rayonnement de la religion. Donc Okba va construire Kérouan, plus tard il va faire la grande expédition vers le Maghreb, mais il passe par le nord, donc les Berbères ne l'attaquent pas trop, surtout qu'il a des prisonniers dans sa cohorte, le fameux roi chrétien Bekosseila. Bon, finalement, au retour de cette grande expédition absolument rocambolesque, extrêmement cruelle et barbare, il va être pris en embuscade à Biskra, Théouda, et où il va être tué par les Byzantins, l'alliance byzantine berbère, byzantino-berbère, berbère chrétien, berbère juif, judaïsé. Et puis, après cela, pendant très longtemps, on ne va plus entendre parler d'arabe, parce qu'il y a les querelles intestines en Syrie. Justement, donc dans votre livre, il y a aussi l'histoire de l'islam, oui, des débuts. Absolument, Vous les racontez, débuts par exemple, de comment... ce califat omeyyade avec Muawiyah. Tout à fait, mais bien avant cela, vous racontez comment le calife Othman rassemble les versets du Coran. Voilà, c'est lui qui va aller déjà, Abou Bakr et Omar en avaient fait une relation, Aïcha avait aidé à cela, et on avait rassemblé des Korans, vous voyez, pour tout. Et puis, c'est Othman qui, lui, va faire sa sélection.
Et c'est ce qu'on lui reprochera jusqu'à la fin de sa vie. Il sera peut-être assassiné, ce sera une des raisons pour laquelle il sera assassiné, sauvagement. Il fait sa sélection et élimine, on dit même qu'il a brûlé tous les versets qu'il n'a pas utilisés, au lieu de les garder. Tout de même, c'était des pièces d'antiquité, enfin c'était des pièces importantes pour les théologiens. Et donc, il a publié donc ce Coran, mais ce Coran ne va pas être répandu, si vous voulez, tout de suite. C'est après, beaucoup plus tard, avec Abdelmalek. Bien plus tard, bien oui. Plus tard, bien plus tard. Mais Omar aussi, l'un des califes, sera assassiné. Omar est assassiné, poignardé. Omar est assassiné dans la mosquée. Othman est assassiné chez lui. Sa dépouille est jetée dans un terrain vague pour les chiens et les hyènes. Et c'est une de ses filles ou nièce qui va le retrouver et secrètement lui donner une sépulture décente, secrètement, parce qu'elle avait peur qu'on aille de nouveau spolier la sépulture. Son remplaçant aussi, Ali. Ali sera plus aussi tard, assassiné. va être assassiné dans la mosquée de Koufa. Le fils de Ali, Hussein, Les deux fils seront assassinés. L'un assassiné par les soldats, quand il s'en va vers Médine, et puis de Médine, il va de la Mecque, je veux dire, il s'en va vers Médine et il est arrêté pas Koufa, c'est l'un des lieux saints là, de l'islam. Ce n'est pas grave, de l'islam chiite. De l'islam chiite, qui est en cet Irak. épisode que naît l'islam chiite. Voilà, c'est là où est la mosquée de Hussein, là c'est le nom m'a échappé. C'est pas grave. Mais voilà, donc c'est en Irak. Et mais l'autre fils, Hassan, sera, non c'est Hassan, ou je ne sais plus lequel, qui lui sera, c'est après, plus tard, que la veuve oui c'est ça, c'est Hassan qui devient le successeur, il se démet de toute cette... il trouve que c'est trop lourd pour lui, et donc sa femme, soi-disant, a une aventure amoureuse avec Muawiyah. Et Muawiyah l'a soudoyé, lui a donné une chemise empoisonnée à faire porter à son mari pour qu'il disparaisse. Et comme ça, Muawiyah a la voie libre. Alors tout ça, est-ce vrai, est-ce faux? Ce sont les légendes qui courent Tout à fait. un peu dans les textes. On reviendra aussi à propos des sources qui font écrire aujourd'hui les historiens. Oui. Entre-temps, on va donner la parole à Nadia Agsous, bien sûr, qui, elle aussi, a publié aux éditions d'Aliman, à Alger, je crois, un texte d'entretien avec Smaïn Lacher, très très intéressant aussi, des hommes et leur monde. Alors donc Nadia, tu dis que tout part à partir du livre Le peuple des clandestins, donc de Smaïn Lacher, publié aux éditions, me semble-t-il, Kalman Levy. Alors j'ai rencontré Smaïn Lacher d'abord lors d'une semaine doctorale. On était à Marrakech, donc c'est là-bas que j'ai connu Smaïn Lacher. Et Smaïn Lacher venait juste de publier un livre extraordinaire qui s'intitule « L'école et les miracles de l'école, les miraculés de l'école », qui parle de l'institution scolaire et ses miracles, absolument. Qui parle de 3 trajectoires d'enfants de familles immigrées qui ont réussi scolairement, alors qu'à l'époque, on parlait surtout des causes des échecs, de l'échec scolaire, etc. Et moi, j'avais lu, en rentrant à Paris, j'ai lu Le peuple des clandestins. C'est une étude sociologique sur les immigrés, les migrants clandestins. Il a travaillé au Maroc, c'est très très intéressant en fait, toute l'étude qu'il a faite, et qui sont dans une position d'attente pour passer vers l'Europe, donc via l'Espagne. Donc c'est comme ça que j'ai pris connaissance, et ensuite donc, des travaux de Smaïn Lacher, et puis j'ai commencé à m'intéresser à ses travaux, et je lui faisais des entretiens pour publier dans les journaux, puisque je suis aussi journaliste. Et plus tard, j'ai commencé à enrichir, donc j'en ai parlé à Smaïn Lacher qui était d'accord, on a enrichi, on a continué. Et donc, j'ai fait ce livre d'entretien. Alors, comment c'est parti également? J'ai une copine qui travaille pour les droits des femmes et
donc qui s'intéresse beaucoup aux violences faites aux femmes, et je lui ai dit, tiens, Smaïn Lacher vient de publier un livre sur les violences faites aux femmes, une étude sociologique très intéressante, inédite d'ailleurs dans le champ de l'immigration, et je lui ai donné, un mois après, je lui ai dit, mais tu ne m'as rien dit du livre. Ah, elle m'a dit, j'ai pas pu, c'est trop compliqué pour moi. Et du coup, je me suis dit, connaissant les livres de Smaïn Lacher, son travail de recherche et tout, je me suis dit quand même, je me suis rendu compte que c'est quand même, ça reste dans un univers clos, oui. Université, etc. Et je me suis dit, il serait peut-être intéressant de vulgariser ces idées. Et donc, j'ai proposé à Smaïn Lacher de faire ce livre d'entretien, et il a accepté, et nous l'avons fait, et on a travaillé très très bien ensemble, voilà. En tout cas, tu as bien fait de faire le livre, parce qu'effectivement, je rejoins ton idée, il y a si peu d'écrits dans cette sphère-là. Et donc, qui est-il, Smaïn Lacher Alors, Smaïn Lacher, alors, ce livre, il y a bien sûr, c'est dans le livre. Il y a exactement 9 chapitres. Donc, le premier, c'est des questions que je pose sur, un petit peu sur sa vie familiale, en tous les cas son milieu familial dans lequel il a grandi, puis sur l'école, etc. Donc, il nous dit qui il est. Il est arrivé à l'âge de 6 mois en France. Son père était déjà installé et sa mère est venue. Donc, il est l'aîné d'une famille de, je ne sais plus, 4, si Smaïn m'entend, voilà. En tous les cas, il est l'aîné et il est le seul à être arrivé à l'âge de 6 mois avec sa maman. Et puis, donc, il parle, parce que je l'interroge un peu sur l'école, sur sa trajectoire scolaire, etc. Il raconte des petites choses, qu'il a été très frileux, etc. Oui, bien sûr. Et quelque chose de très important, la dernière question de la première partie se termine sur l'influence de Abdelmalek Sayad. Oui. Parce que Abdelmalek Sayad, qui je rappelle, est un sociologue, et celui qui a objectivé d'ailleurs les études de l'immigration, et il a travaillé avec lui, c'était un ami, et il a été influencé, il en parle. Il en parle d'une manière très émouvante, oui, tout à fait. Sur son corps malade. De la maladie, justement, voilà, qu'il compare justement à la situation des migrants de l'époque, les migrants qui étaient les travailleurs. De l'époque et d'aujourd'hui. Travailleurs plus ou moins aujourd'hui, la configuration un petit peu changée parce qu'on a d'autres profils. Voilà, et donc c'est très très émouvant d'ailleurs. On voit bien qu'il a une très bonne connaissance de... Donc voilà, donc Smaïn Lacher, il est donc professeur de sociologie à l'Université de Strasbourg. Il est également chercheur associé à l'INED. Il participe à l'Observatoire des transformations dans le monde arabe. Et son dernier livre porte sur les insurrections arabes. On reviendra. Voilà. Et je crois aussi qu'il a été dans le Haut Commissariat des Nations Unies, n'est-ce pas, pour les réfugiés. Il a été juge assesseur. Il a été juge assesseur au HCR et il faisait les entretiens des personnes qui venaient demander l'asile. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un, quand il parle de l'asile, de la problématique de l'asile, la question de l'asile, il a la théorie, c'est quelqu'un qui théorise très très bien, et il a aussi la pratique. Voilà. Donc, d'accord. On va y revenir. On va encore replonger dans cette histoire de l'Afrique du Nord. Et donc, quand les Arabes arrivent, ils trouvent quand même de la résistance. Et un homme va porter cette résistance, c'est Axel, c'est Kousseïla. Kousseïla, exactement. C'était donc ce roi des Aouréba, la tribu des Aouréba, qui était la tribu suzeraine de tous les berbères sédentaires. Et il y avait aussi donc d'autres tribus berbères qui étaient des tribus judaïsées. Ces tribus de Kousseïla étaient christianisées, très alliées, dirons-nous, très liées aux Byzantins. Donc, ils se prêtaient main forte quand il y avait des attaques. Et là, quand les Arabes sont arrivés, effectivement, les Byzantins ont soutenu la résistance berbère. Et c'est là que, donc, quand Okba meurt à Théouda, donc Kousseïla devient le roi. Et pendant 5 années, il va être le roi de toutes les Friquillas. Et il a un royaume berbère. Il est installé à Kérouan, qui devient la ville berbère. Et bien sûr, les Arabes, 5 ans plus tard, vont envoyer une nouvelle expédition avec Zober.
il y aura la bataille de Mems. Koseila dit je ne peux pas défendre Kérouan parce qu'il y a trop de monde, trop de civils et ça serait épouvantable. Donc il faut attendre l'ennemi à l'extérieur. Donc il choisit mais en la rivière autour de Mems. Et là il y a des marécages. Il se dit là ce sont des pièges pour cette armée. Finalement, ça ne s'est pas passé comme il a voulu et c'est là qu'il sera tué, ainsi que le père de Lakaena. Et Lakaena, était jeune à ce moment-là, descend aussi avec ses Djirawa. Il y a une deuxième armée qui arrive, mais qui arrive trop tard, en renfort, mais qui arrive trop tard. Koseila est mort, Tabet est mort. Et à ce moment-là, Zober revient à Kérouan. Et au bout de quelque temps, il a la victoire. Il reprend la ville, il re-arabise la ville. Et puis, on ne sait pas pourquoi, il repart sur Barca. Les gens ne veulent pas rester. C'est parce qu'il s'en va sur Barca, parce qu'on sait que... enfin, non, c'est là, je crois que je mélange un petit peu là. Enfin, de toute façon, Zober ne reste pas. Il s'en va sur Barca, où il va être tué. Et pendant quelque temps, il n'y a plus rien. Et quelques temps plus tard, quand même... c'est là que je me suis trompée, voyez. C'est pas grave, mais en tout cas, pour revenir à Koseila, Axel, en Amazigh, donc il est fait prisonnier aussi. Non, il n'est pas prisonnier, il meurt à la bataille de Mems. Oui, mais avant de mourir, il a été fait prisonnier. Il a été fait prisonnier, il a été prisonnier de Okba. Oui, bien sûr. De Okba. Humilié, emmené, Okba l'a emmené justement quand il fait sa grande expédition vers l'océan Atlantique, vers le Maghreb, il l'emmène avec lui. Voilà. Et tout le monde sur le parcours peut voir le roi des Oréba, le roi Koseila, qui est là traité comme un chien. Et il en fait son palefrenier. Et puis tout d'un coup, à une fête, il lui demande d'égorger lui-même le mouton qu'il va manger. Et là, il le fait. Et puis il se passe sa main pleine de sang sur la barbe, on lui dit « Que fais-tu » Il dit « C'est bon pour le poil ». Et quelqu'un dit « Mais non, attention, c'est un signal, il va vous trahir. » Il va prendre sa revanche. Il va prendre sa revanche. Et puis finalement, oui, il va la prendre. Il a réussi à s'en aller, à s'enfuir. Il a rejoint les troupes. Il avait fait parvenir des messages partout. Enfin, ça a été toute une confédération comme ça, une conspiration pour monter un piège, attendre Okba à Théouda, et donc Okba est mort. Koseila, c'est son règne, et finalement, alors Zober, qui est dans la ville de Kérouan, protégeant le... Vous dites dans votre livre que la Kahina, donc Dehia, a participé à cette bataille. Alors oui, elle a participé à cette bataille de Théouda parce que les Djirawa sont descendus des Aurès. Là, Théouda est au pied des Aurès, là, c'est pas loin de Biskra. Et donc, elle n'était pas reine à ce moment-là. Pas du tout. Le chef Tabet était là, son père était là aussi. Et donc, elle descend. Et c'est le premier contact, peut-être, la première fois où elle a eu un rôle important de guerrière. Et ce Koseila l'a vu, ils se sont retrouvés comme ça, mais bien sûr, des tas de fictions ont inventé une histoire d'amour entre Koseila et Lakaena, mais moi je n'y crois pas du tout. Parce que Lakaena, après cela, elle est remontée dans ses Aurès avec son père et sa tribu, et Koseila, lui, est parti installer son royaume berbère à Kérouan. Et donc, Zober, le voyant arriver quand ils arrivent avec toute cette troupe, s'enfuit vers Barca, parce que tout le monde veut s'en aller, ils ont peur de la vengeance des Berbères sur tous les Arabes qui sont là, étant donné tout ce qui s'était passé avant. Ils pensent que tous ces Berbères vont venger tous les crimes des Okba. Et pourtant, Koseila, quand il prend donc le pouvoir après sa victoire, il n'est pas vengeur. Non, parce qu'il dit... au contraire. Il y avait beaucoup de musulmans qui n'avaient pas pu partir, et il dit, attention, on ne touche pas un cheveu de leur tête. C'est ce que fera par la suite Kahina. La Kahina fera la même chose après sa victoire sur Hassan Ben Noman. Elle épargne les 80 chefs prisonniers, sauf un, le fameux Khaled. On en reparlera, on va revenir un peu... Vous voyez, là, ce qui est important de montrer, c'est que Koseila a pu pendant 5 ans être un roi berbère avec tout un royaume, avec toutes les traditions berbères, un royaume berbère, là, qui régnait sur toute l'Ifriqiya. Et
c'est malheureusement, il y a eu le retour des Arabes 5 ans plus tard, et il a été tué, malheureusement, c'était le mauvais destin, tué à la bataille de Meims. Ce qui fait que les Arabes ont repris le pouvoir à Kairouan. Mais là encore, il va y avoir, Zober va repartir, et puis finalement, on verra arriver Hassan Ben Noman. D'accord. Et c'est une deuxième phase de la résistance. C'est plusieurs phases. On va y revenir. Juste le temps de donner la parole à Nadia, donc, pour revenir à tous ces travaux colossaux de Smaïn Lacher. Et j'aimerais, Nadia, si tu pouvais nous dire des choses sur ces femmes invisibles, leurs mots contre la violence et l'immigration. Alors, oui. On pourrait revenir après. Oui, bien sûr. Moi, j'ai envie de revenir un petit peu. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste de toutes ces questions. Par contre, je vais un peu parler de la démarche. Et donc, je voudrais juste revenir sur l'idée de la vulgarisation. Alors, moi, je dis toujours que c'est un livre effectivement de sociologie. Mais au-delà de cela, je l'ai conçu comme un livre de culture générale. Dans quel sens? Alors pourquoi de culture générale? Parce qu'en fait, Smaïn Lacher s'intéresse, c'est des travaux de recherche, les objets de recherche de Smaïn Lacher sont divers et variés. Et il écrit, alors voilà, donc je vais dire, il écrit sur l'école, les médias, les violences faites aux femmes, les flux migratoires internationaux, oui. L'identité, ses liens avec les frontières et le territoire, les immigrés, le rapport à l'État et l'État et les institutions étatiques et leur rapport aux immigrés. Et je l'ai interrogé dans son livre sur donc la définition qu'il donne de ces objets de recherche, et il me dit quelque chose qui est très intéressant et qui m'a interpellée. Il dit deux choses d'ailleurs qui m'ont interpellée. C'est surtout la deuxième chose qui m'a beaucoup plus interpellée, parce que je crois qu'inconsciemment, il y a eu une identification. Je vais d'abord lire la première chose qui me semble intéressante. Il dit, alors j'ai une inclination, j'ai une particulière inclination pour les objets que je pense peu étudiés, ou s'ils sont abondamment étudiés, mon but est de chercher la prise qui me donnera la possibilité d'accéder à des enjeux généraux. Là déjà, il a effectivement une approche très très personnelle. Et la deuxième chose, mais alors là que j'ai réfléchi après, à force d'en parler dans des conférences et tout, et je crois qu'il y a eu une identification parce que Smaïn Lacher s'intéresse beaucoup aux individus qui ont été déplacés, qui ont été déclassés. Oui. Et je crois qu'à un moment donné de ma vie, je me suis déplacée moi-même, mais en tous les cas, j'ai été déplacée. Voilà, je suis venue d'Algérie, et quand je suis venue d'Algérie, effectivement, j'étais complètement perte de repères et tout, même si je venais très souvent, etc. Et je crois que ça m'a, voilà. Donc, je crois qu'inconsciemment, ça a été quelque chose qui m'a poussée à aller vers Smaïn Lacher. Donc, culture générale, parce que donc il brosse plusieurs sujets. Et ce que je voudrais dire, c'est ce message que je voudrais aussi passer, c'est que c'est un livre qui parle, enfin les livres de Smaïn Lacher en tous les cas, parlent de sujets d'une brûlante actualité. Aujourd'hui, il a travaillé sur les différentes formes de migration, l'immigration traditionnelle, les sans-papiers, le clandestin. D'ailleurs, il fait la différence entre ce qu'est un clandestin, ce qu'est un sans-papier, etc. Et aujourd'hui, de nos jours, on est complètement là-dedans. Et les travaux de Smaïn Lacher nous aident à objectiver, nous aident à sortir des idées reçues et à comprendre, en tous les cas, toutes ces populations qu'on ne connaît pas ou qu'on rejette. En tous les cas, ces travaux nous aident à les connaître de l'intérieur. Et les femmes alors, les femmes et l'immigration aussi. Alors, justement. Les femmes qui maintenant viennent toutes seules, contrairement il a fait de livres sur les femmes. Il s'est intéressé aux femmes immigrées qui vivent des situations de violence conjugale et intrafamiliale.
Alors, intrafamilial, c'est notamment le mariage forcé. Et alors, tout est parti très simplement. Il a été un jour dans une association, Ni pute ni soumise, et il me raconte qu'il a trouvé des courriers sur le bureau de la présidente. Il dit, c'est quoi ces courriers? Et en fait, c'est des courriers des femmes qui écrivent, donc pour demander de l'aide, etc. Et il a travaillé à partir de ces courriers et à partir des appels téléphoniques d'une autre association. Et donc, dans ce livre, ce qui me semble très, très, très important, c'est la première fois des femmes qui écrivent, qui rendent publique leur intimité. Nous sommes dans une culture, nous avons grandi dans une culture où tout se garde à notre niveau. C'est vrai. Et elles font appel à la justice. Elles font appel à un tiers. Elles ont bien compris qu'en France, c'est un pays de justice. Différent. Et on fait appel à un tiers, à la justice, pour dire venez voir ce qui se passe. Et voilà. Donc, et j'invite vraiment, D'accord Nadia, on va faire juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec les écrivains Geneviève Chauvel qui vient de publier Les Cavaliers d'Allah aux éditions L'Archipel et donc Nadia Aksous aussi qui vient de publier Des hommes et leur monde, entretien avec Smaïn Lacher. Donc Nadia, tu nous disais que les femmes découvrent qu'elles peuvent dire les choses ici. Et donc elles le font, elles le font par écrit. Et qu'elles font appel, oui, elles font appel à des associations pour les aider. Alors il y a les associations, il y a aussi, elles font beaucoup appel aussi aux services sociaux. Oui. Voilà, elles font appel aux services sociaux parce qu'elles ont compris que effectivement ici ça se passe pas comme ailleurs et que la domination masculine, parce qu'il faut le dire, en Algérie, la loi, elle est favorable aux hommes et non pas aux femmes. Le code de la famille, il est très très clair. Et je suis une farouche combattante contre le code de la famille. Voilà. Et le deuxième livre sur les femmes qui est très très intéressant, oui. C'est toujours dans le thème des violences. Et il a travaillé sur les femmes subsahariennes qui vivent des situations de violence sur le chemin de l'exil et dans les pays d'installation provisoire. Les pays d'installation provisoire, c'est l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Et il a des constats effarants. Et ces derniers temps, en Algérie, on en parle. J'ai vu dernièrement un article qui dénonce et qui raconte l'histoire d'une jeune subsaharienne qui s'est faite violer. Voilà. Et donc c'est des livres, et effectivement c'est des études complètement inédites. Mais bien sûr, ce que vous dites Nadia Aksous concerne les femmes, il concerne aussi les hommes. Souvent, les gens qui viennent d'Afrique ont de grandes difficultés en Algérie, il ne faut pas se le cacher, n'est-ce pas? Absolument. Absolument. Et en fait, dans l'entretien, en fait, dans le livre, il parle des femmes, parce que c'est vraiment une étude sociologique, où il présente une cartographie, alors je ne peux pas en parler, bien sûr. Une cartographie des violences, etc. etc. Et il y a quelque chose de très important, moi, qui m'a frappée, c'est que ces femmes ne portent pas plainte. Et donc moi je lui pose la question, mais pourquoi ces femmes ne portent pas plainte? Et il dit, mais déjà les Algériennes, les Marocaines, les Tunisiennes elles-mêmes ne portent pas plainte. Et ces femmes qui n'ont pas d'identité, parce qu'on est là-dedans, elles n'ont pas. Alors ce qu'il faut juste savoir, c'est que ces femmes, elles sont sans papier, mais elles ont demandé le statut de réfugié. Voilà. Oui. Et il dit, ces femmes, elles n'ont pas d'identité, n'ont pas de papier, donc d'identité. Et l'idée d'aller dans un commissariat ne leur traverse même pas. Elles penseraient aux représailles, elles pourraient avoir des problèmes encore supérieurs, probablement. On y reviendra. Et juste quelque chose, c'est très important. Oui, vas-y. Smaïn Lacher, qui est très, je le trouve très objectif, il dit en fait des 3 pays du Maghreb, le pays le plus raciste, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie. On y reviendra. Et c'est bien que vous le disiez. Par rapport aux Africains. Non, c'est bien que vous le disiez, mais bien sûr, bien sûr. Mais on va revenir donc au Cavalier d'Allah, à Geneviève Chauvel. Donc il y a eu Axel Kousseïla, donc il est mort.
et puis donc Dehia, Kahina va reprendre le flambeau. Alors c'est la résistance. Et elle va être justement. reine de toute l'Afrique du Nord. Absolument. Alors il y a justement, elle reprend le flambeau de la résistance parce que tout d'un coup on voit arriver, bien sûr, Zober aussi s'en va, il meurt à Barca, et puis donc il y a quelques années encore, et tout d'un coup arrive un autre général, et alors là celui-là c'est un général chevronné avec une armée puissante, c'est Abdelmalek qui l'envoie. Et parce que les califes se sont succédés entre-temps, après des tas de guerres civiles intérieures. Et donc, là, une armée forte. Et quand Hassan arrive à Kérouan, il demande tout de suite l'état des lieux et il dit, alors, qui sont les chefs les plus puissants? Alors, on lui dit, d'abord, c'est Byzance, Carthage. Alors, il dit, bon, très bien. Et alors, il fait sa guerre, il va faire le siège de Carthage, il s'y prendra 2 fois, ça j'ai retrouvé à travers les historiens, qui n'ont pas toujours dit la vérité, mais enfin, ça s'est fait en 2 fois, et il rase Carthage. Du coup, toute la flotte byzantine ne revient plus, c'est fini, et il a donc... pourquoi a-t-il écrasé Carthage et les Byzantins? Parce qu'il sait que les Byzantins soutiennent les Berbères et que sans Byzance, les Berbères sont beaucoup moins puissants. Alors, du coup, une fois qu'il a rasé Carthage, il pose la question, alors maintenant, qui sont ces Berbères? Qui est le chef? Alors on lui dit, c'est une femme. Évidemment, il dit, vous rigolez, vous vous moquez de moi. Ça l'étonne, hein? Ça l'étonne. On lui dit, oui, mais une femme, c'est la Kahena. Et alors, on lui dit, attention, c'est une devineresse. Elle sait ce qui va se passer et elle a des pouvoirs. Et tout le monde en a peur. Impressionné. Alors, du coup, il se dit, une femme. Mais maintenant, il n'y a plus Carthage, elle n'a plus les Byzantins, elle n'a plus rien, une femme. On y va. Alors, ils partent. Et la Kahena, pendant ce temps, elle a rassemblé tous les Berbères, elle a envoyé ses messagers partout, les sédentaires, les nomades, ils arrivent du pays de la soif, les hommes voilés, tout ça, de partout, ils arrivent. Et elle réunit tout le monde, et elle sait que Hassan arrive, et alors lui, il est là, en avant de la rivière, en amont de la rivière, et elle, en aval. Ça, c'est encore les historiens qui mettent l'armée puissante avec les hommes, l'armée de l'islam, en amont. Là, vous posez le problème des sources. Hein. En général, vous avez travaillé, comme d'autres historiens, sur des sources arabes, n'est-ce pas? Ibn al-Athir, il y a Ibn al-Athir raconte ça, mais il y a surtout Ibn Khaldoun qui raconte, En-Noéri, Al-Hakam, Ibn Idari, et tous, en général, ont qui a écrit le Bayan, assez minimiste du fait berbère. Oui, et bien sûr. Alors, si après, on va le retrouver, il y a d'autres historiens qui vont bien établir ce fait, le constat évident que la population de l'Afrique du Nord était une population berbère. Et ces tribus berbères, sédentaires, nomades, qui étaient extrêmement étendues, qui en avaient très nombreuses, et il y avait énormément, donc tout de suite les Arabes ont vu le réservoir d'hommes et de femmes, car les femmes berbères avaient la réputation d'être des beautés extraordinaires. Il y en a même une qui s'est vendue 1000, je ne sais plus, dirhams d'or dans un des harems d'Arabie. Et dans votre livre, encore une fois, vous dites que, vous ne le dites pas directement, mais on le comprend. Hein. Donc d'abord, il y a la sauvagerie des conquêtes, et puis il y a ce désir d'avoir du butin, oui, alors, ce désir d'avoir des esclaves, en plus, des femmes. Il y a cette chose aussi dont il faut se rendre compte, c'est que ces hommes qui arrivaient, ces armées arabes, ils faisaient le djihad. C'était des djihadistes comme aujourd'hui. Bon, ils faisaient leur djihad, un djihad saint. C'était la guerre sainte pour aller apporter, parce que cette religion qu'ils avaient reçue était encore toute neuve, ça faisait à peine un siècle. Le prophète est mort en 632. Donc là, c'était en 660, 680, ça se passe, vous voyez, la fin du 7e, du 8e siècle. Et donc, ils sont tous fraîchement nourris de cette religion nouvelle qui, pour eux, comme le prophète leur a dit avant de mourir, c'est la plus belle, c'est la synthèse de toutes les autres religions du livre, et donc la plus parfaite.
et c'est la religion qui devrait être la religion du monde entier. Donc ils sont là à un but, remplis, vous voulez, de cette mission, convaincus d'apporter la vérité au monde des mécréants, au monde barbare, les mondes de la... Ils retrouvaient en Afrique du Nord le monde de la Jahiliya. C'est un peu le procédé de toutes les religions, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors là, ce qui est important, ils avaient cela, et alors tout de suite, c'était, ils proposaient la soumission. Tu te soumets, tu te convertis. Si tu ne te convertis pas, tu as la possibilité de te soumettre le dhimmi, la situation de dhimmi où on paye un impôt supplémentaire pour sauver sa tête et sa maison. Ou alors, si on n'accepte pas la dhimmitude, eh bien, on est égorgé. Oui, et cette Kahina, alors, cette Delia, alors, elle était véritablement juive? Alors, elle était judaïsée? Judaïsée. La tribu de Djerawa fait partie, Ibn al-Khaldoun le dit, et beaucoup d'autres, que ça faisait partie de nombreuses tribus judaïsées, parce que depuis la destruction du temple en 70 par Titus, beaucoup de Juifs ont quitté Rome, ont quitté ce qui était la Syrie, la Philistine et tout ça, et donc ils sont venus, se sont réfugiés en Cyrénaïque, puis en Tripolitaine, et de là ils sont passés vers le sud de l'Ifriqiya, le sud de la Mauritanie, et ils étaient beaucoup là, donc se sont implantés. Et alors au début, ces tribus juives étaient assez prosélytes, puisqu'elles arrivaient en territoire inconnu, et qu'il fallait se faire des amis, des alliés. Et donc, ces tribus qui étaient un peu, qui n'avaient pas de religion, alors oui, dans le nord de l'Ifriqiya, on était christianisé, mais dans le sud, on ne l'était pas. Surtout à cette époque, en 70, ça n'était pas du tout arrivé jusque-là. Et donc, ces tribus nomades, qui sont animistes, sont intrigués par ces rites judaïques, et les trouvent sympathiques et donc les assimilent à leur tradition. Et donc voilà comment il y a eu beaucoup de tribus judaïsées. Et cette Kahena, qui est en plus, elle a des pouvoirs divinatoires, elle est prophétesse. Et comme toutes les prophétesses, à l'époque où elle reprend le flambeau de la résistance, c'est une femme qui a 50 ans, qui est forte, et qui a les longs cheveux épars, parce que la prophétesse, quand elle délivre ses oracles, elle a ses cheveux épars, une voix très forte, elle crie. Elle avait du charisme, et donc un charisme elle va battre les Arabes. Et avec tous ces hommes qu'elle a rassemblés, on dit qu'elle avait 100 000 hommes, contre les 60 000 de Hassan, et donc elle a écrasé l'armée de Hassan, et pas seulement écrasée, mais c'est qu'après elle les repousse jusqu'à Barca en Cyrénaïque à la pointe de l'épée. Et pendant ça c'est l'humiliation totale pour Hassan. Et Hassan demande immédiatement à Damas des recrues, des hommes, de l'argent et tout pour repartir, remonter ses armées et repartir à l'attaque. Mais personne ne répond. Le calife est occupé avec tout un tas de guerres intérieures. Elle fait des prisonniers. Elle a fait des prisonniers. Elle les épargne. 80 prisonniers. Et elle prend sous sa coupe comme fils adoptif Khaled. Voilà. Mais alors ce qu'elle avait dit pour rassembler tout le monde, elle leur avait dit, les Arabes veulent nos terres, nos maisons, nos récoltes, mais ils veulent aussi et surtout changer nos âmes. Et c'était ça, le truc de la résistance, la base de la résistance. Il ne faut pas que les Arabes changent nos âmes. C'était la lutte contre l'islam, l'islamisation. Oui, on va y revenir. Hein. On va passer donc à ces femmes violentées ici et là. Et donc, Nadia Axous, tu nous disais comme en Ifriqiya avec tous ces Arabes. Ça c'est vrai. Et donc, en Algérie, hein, pour les gens qui veulent passer en Europe en général, hein, c'est leur but pour la quasi-majorité de ces gens-là qui souffrent entre-temps en Algérie. Et donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ce racisme alors ? Est-ce que Smaïn Lacher lui-même l'explique, ou il tente de l'expliquer? En fait, Smaïn Lacher, ce qu'il dit dans une phrase, il dit « Les Algériens ont trouvé plus dominé qu'eux pour, pour dominer. » Voilà, plus dominé. Oui. Alors que il explique, non, il n'explique pas, mais je ne sais pas.
Je ne sais pas d'où... C'est un phénomène qu'il faudrait étudier, effectivement, bien sûr. Hein. Et ce racisme ne date pas, hein, disons-le, ne date pas de ces migrations. Bien sûr, bien évidemment. Il a existé dans les sociétés, hein, d'Afrique du Nord. Hein. Et il dit quelque chose à ce propos? Non, non, pas du tout. Par rapport à l'histoire? Non, par rapport à cette histoire de racisme, hein, par rapport à ce comportement, hein, des populations vis-à-vis de populations encore plus faibles. Oui, non, non, mais je ne sais pas exactement. Mais en tous les cas, le constat que moi je peux faire, hein, je vous ai dit, moi je ne suis pas spécialiste du tout. Oui, mais ce n'est pas grave. Voilà. Vous êtes journaliste et écrivain et vous avez une idée, bien sûr. Et effectivement, c'est. Alors moi je peux parler de mon expérience personnelle, effectivement. Moi j'ai été au SILA, pour le SILA, donc pour le Salon du Livre à Alger, et je me promenais, j'allais au SILA, j'étais à Alger Centre, et je vois assis une dame, un couple, avec un enfant trisomique. Et l'enfant était malade, il avait les yeux larmoyants, etc. Je me suis arrêtée et je me suis baissée. Et tous les gens, pour leur parler, parce que l'enfant, et tous les gens qui passaient me regardaient. Ils étaient un peu étonnés. Donc j'ai donné un peu d'argent, je leur ai dit allez voir une pharmacie. Et ensuite, quand je les ai quittés, j'en ai parlé autour de moi. Et on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas te casser la tête? Les Algériens, déjà, ils n'ont rien à manger. Voilà. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a une misère? Oui, il y a des Algériens aussi. qui sont aussi dans la misère. Est être humain, quand même. Hein. Dans la misère. Est-ce que c'est pour ça ou il y a effectivement une explication qu'il faut aller chercher? Mais en tous les cas, moi, je peux faire le constat suivant. C'est qu'on n'a pas la même attitude envers un Africain qu'envers un Européen, par exemple. Et pourtant, ces populations elles-mêmes, par ailleurs, hein, dénoncent un peu le racisme dont elles peuvent être l'objet en Europe, par exemple, en France, par exemple, n'est-ce pas? Bien évidemment, bien évidemment. C'est ça la contradiction, quand même. On ne peut pas dénoncer des choses quand on est victime et reproduire le même schéma vis-à-vis de moins forts que soi, n'est-ce pas? Et alors, j'ai écrit un article sur ces gens des jeunes qui mangent en plein public pendant le ramadan. Oui. Et à la fin, j'ai dit, on est intolérant avec ceux qui ne sont pas comme nous, qui ne sont pas religieux comme nous. On est intolérant, en tous les cas en Algérie, alors qu'en France, en Europe, ces personnes demandent qu'on respecte leur religion, etc., qu'on les respecte. Et donc, voilà, on a cette contradiction qui est bien sûr, qu'il faudra étudier scientifiquement, bien sûr. Juste un moment, on va revenir au cavalier d'Allah. Et donc, la Kahina, cette fois, elle a battu les Arabes. Mais elle est la reine de toute l'Afrique du Nord. Et donc, elle fait venir auprès d'elle un prisonnier, Khaled, et qui va la trahir. Le jeune Khaled, oui, qu'elle a adopté. Alors, il y a cette cérémonie de l'adoption que vous décrivez dans le livre, la bouillie sur les seins et tout ça, et qu'elle fait manger à ses deux fils, et donc ils sont frères tous les trois. Et alors, elle va lui montrer un petit peu tous les villages. Il a une espèce de liberté de mouvement. Et il va en profiter pour finalement trahir, c'est-à-dire qu'il fera passer des messages à Hassan qui est à Barca et qui piétine parce que pendant 5 ans, il va attendre qu'on lui envoie des recrues et des renforts pour pouvoir prendre sa revanche. Et c'est Khaled qui va lui dire « Attends, il y a la disette, il y a la sécheresse, et bon, c'est pas la peine de venir. » C'est l'espion, en fait. C'est l'espion. Et qui va en même temps, vous savez, quand on a dit aussi que la Kahina, quand elle a su que les Arabes allaient revenir, que Hassan se préparait, arrivait, eh bien, elle a dit, cette fois-ci, comme ils veulent nos terres et tout, on va faire la terre brûlée, politique de la terre brûlée, et comme ça, comme ils n'auront plus rien, il n'y aura pas de récolte, rien du tout à voler, ils ne reviendront pas, ils ne viendront pas jusqu'à nous. Et alors on a dit que la Kahina d'abord était très autoritaire avec ses populations, qu'elle les avait malmenées. Ça, ce sont beaucoup d'historiens arabes qui ont raconté ça. Il fallait justifier qu'il fallait tuer la Kahina pour libérer les Berbères de cette tyrannie, de cette femme. Et finalement, c'est Khaled
qui, voyant aussi les mécontentements entre les berbères nomades et les brasseurs, il va les exacerber, il va attiser les petites disputes entre sédentaires et nomades, et puis eh bien, il va avoir des agents qui sont à sa solde, que Hassan envoie des espions arabes qui se déguisent en berbères, ou des berbères un peu traîtres aussi, des soumis déjà, et qui l'aident. Quand la Kahéna dit il faut brûler, alors ils vont brûler plus que les gens de la Kahéna. Dans le livre, pas tous quand même. Il y a des gens qui ne brûlent pas. Non. Et alors, justement, c'est ça, parce qu'on se rend compte que, quand on voit dans les textes arabes qu'ils disent qu'elle a brûlé toute l'Afrique du Nord. Mais attendez, toute la Mauritanie, toute l'Ifriqiya, c'est un territoire immense. C'est immense. Et combien de temps faudrait-il et combien d'hommes pour aller mettre le feu partout? Oui. Donc on voit bien l'exagération. Oui, elle a brûlé certaines choses. Il y a les exagérations de chiffres aussi. Chiffres un peu partout. Mais en tout cas, mais tout ça parce qu'il fallait tuer la Kahéna parce que c'était une femme et que les historiens arabes ne pouvaient pas supporter, et les Arabes, partout dans le monde arabe, on ne pouvait pas supporter l'idée qu'une femme à la tête d'une armée avait pu complètement défaire, battre, ratatiner une armée arabe, surtout celle du général Hassan Ben Noman. Et ce général va revenir et il va et alors évidemment il va attaquer. Mais cette fois, ce n'est pas toutes les tribus berbères qui vont participer au combat. Parce que justement la division règne. Khaled a réussi son stratagème, il a divisé. Et alors, malgré tout, à la fin, et la Kahéna elle a ses visions et elle sait qu'elle va mourir. Et elle va dire à ses fils, la veille de la bataille, elle leur dit, elle demande à Khaled d'emmener ses deux frères, demi-frères, chez le général Hassan et demander la grâce. Et alors, c'est ce qui va se faire. Hassan va garder les deux fils et pendant la bataille, Khaled va se battre avec les autres. La Kahéna va être décapitée près d'un puits qu'on appelle encore aujourd'hui le puits de la Kahéna. Et donc, sa tête va être emportée à Damas parce que le calife a exigé qu'on lui envoie la tête de la Kahéna. Et tout ça, elle l'avait vu dans sa vision, dans le songe de la nuit. Et donc, elle dit à ses filles, je vais mourir, donc allez faire la paix, entrez, soumettez-vous, arrêtons la guerre. Et surtout, il faut préserver la vie pour agir encore. Sauver la vie pour agir encore. Agir encore, ça voulait dire, ce qui est arrivé, c'est que ces deux fils sont redevenus, Hassan a été intelligent, il a recruté tous ces berbères belliqueux, il leur a accordé la manne, et il a reconstitué ces régiments avec tous ces berbères qui étaient de fabuleux guerriers, et qui sont entrés dans ces armées, ils sauvaient leur vie, et en même temps, il y avait le butin, parce qu'eux aussi avaient leur part de butin après chaque bataille. Eux aussi avaient maintenant le droit au butin. Voilà. On va y revenir, juste un mot. Donc, Nadia, vous êtes... Oui, allez-y, bien sûr. Je veux citer Smaïl Lacher comme s'il était avec nous. Oui. Et ce qu'il dit, lui, voilà. Il dit les propos racistes et xénophobes en vigueur en Algérie et au Maroc ne m'ont pas été rapportés. Je les ai entendus de mes propres oreilles. Pour expliquer ce phénomène, on peut mobiliser les catégories bourdieusiennes. Les Algériens et les Marocains sont des dominés qui ont trouvé plus dominés qu'eux et qu'elles, c'est-à-dire les Noirs. On ne peut pas aller plus bas. Et là, le racisme se donne libre cours dans la rue, dans les bus, les cafés. C'est inouï à quel point ces sociétés sont profondément violentes à l'égard de leurs propres ressortissants et des Noirs. Oui, voilà. Donc il fait le constat, il dit que c'est moi-même qui ai vu ça. Absolument, il a Je voudrais que vous nous disiez un mot sur votre livre avec Hamsi Boubeker. Alors je voudrais juste dire quelque chose, je me considère comme une écrivaine en herbe. J'ai publié aux éditions Marsa un livre en prose et en
prose et en poésie, agrémentée de mains dessinées et peintes par Hamsi Boubker, qui est un peintre, un artiste algéro-belge, donc qui vit en Belgique. Que nous saluons, oui. qui vit en Belgique. Oui. Voilà. Et j'ai choisi, ce qui, à mon sens, était les plus belles mains. Et je n'ai pas fait d'interprétation, je n'ai pas écrit sur ces mains, pas du tout. J'ai essayé en fait de garder un écho. Et j'ai écrit des livres, des textes, voilà, très bien, très libres. Et là, mes premiers écrits étaient de la fiction, complètement dans la fiction. Mon deuxième livre, donc, on est dans l'essai, hein, et je suis sur là, je veux revenir à la fiction. Voilà. Mais c'est très bien, et tu vas revenir dans le graffiti quand ces fictions paraîtront. Pour terminer avec les cavaliers d'Allah, donc l'Afrique du Nord devient musulmane et Taraq ibn Ziyad, un berbère, va conquérir l'Espagne. Mais là, il sera l'objet de jalousie de Moussa ibn Nusayr. Oui, et donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire, cette fameuse table sophistiquée qu'il trouve la table de Salomon. De Salomon, c'est ça. Ah oui, c'est extraordinaire. Enfin, donc, ce que je voudrais pouvoir préciser aussi cette chose, vous voyez, comme la Kaïna était prémonitoire, enfin, elle a eu ce rêve prémonitoire où elle voyait, elle disait sauver la vie pour agir encore. Oui. Donc, ses fils sont devenus chefs des Djirawa, donc gouverneurs de la région des Aurès et Djirawa. Et après, regardez, ces berbères qui partent à la conquête, ils forment l'essentiel des armées arabes. Ce Tarek bin Ziyad qui arrive à Gibraltar et qui va donner son nom, donc Jebel Tarek, c'est Gibraltar, Jebel Tarek. Qui vient d'une tribu judaïsée, vous dites aussi. Tribu Nefoussa. Les Nefoussa étaient une tribu judaïsée aussi importante que celle des Djirawa. Et donc là, on se demande si Moussa ben Nosser, quand il a donné l'ordre à Tarek de passer en Espagne, savait il savait que Tarek était un judaïsé, venait d'une tribu berbère judaïsée, et savait-il qu'il y avait, que tous les juifs, les communautés juives d'Espagne étaient sur le point d'être persécutées par le gouvernement, par les rois wisigoths. Et donc, il va même armer certaines tribus c'est pour cela que juives. Elles ont été un point d'appui formidable pour la conquête arabe, parce que quand tous ces juifs ont vu arriver les Arabes, ils les ont appelés à la rescousse pour pouvoir lutter, pour virer les Wisigoths, pour se défendre des Wisigoths. Et donc, là, pour Tarek, ça a été pain béni, si je puis dire, parce que à Tolède, à Grenade, enfin partout, dans toutes les villes qu'il a prises, il a réinstallé les communautés juives, les a armés, donc il n'a pas eu à perdre des hommes. Il avait ces gens qui étaient là, et lui, il pouvait continuer avec son contingent d'hommes. La conquête est faite. La conquête est faite. Et alors là, Moussa lui avait dit, tu m'attends, tu passes de l'autre côté et tu m'attends. Et évidemment, Tarek n'a pas attendu parce que c'était tellement formidable, il fallait gagner, il fallait suivre le chemin comme ça, enfin, l'opportunité était formidable. Et donc, Moussa arrive 2 ans plus tard, et quand il conquiert Séville, Grenade, tout ça, et les villes que Tarek n'avait pas prises, et il se retrouve un peu au nord de Tolède, et là, Moussa est tellement furieux que même on dit qu'il l'a cravaché au visage, alors que l'autre lui faisait allégeance, lui avait tué le Seigneur, c'est en ton nom et pour toi que j'ai conquis toutes ces villes et que je suis fier de te remettre. Et l'autre, paf, paf, bon. Et alors après cela, Tarek fait attention et il prend ses précautions et il donne tout le butin qu'il a conquis, et aussi la fameuse table de Salomon qu'il a retrouvée avec des trésors absolument extraordinaires, des couronnes de tous les rois wisigoths et tout. C'est vraiment un butin, mais colossal. Et évidemment, tout d'un coup, Moussa lui dit, mais attends, cette table, elle avait je ne sais plus combien, un nombre incalculable de pieds, et il dit, mais il en manque un. Et Tarek lui dit, je l'ai trouvé comme ça. Alors, tu la prends telle qu'elle est. Voilà. Puis là-dessus,
c'est le calife, là, Yazid, le fils d'Abdelmalek, qui rappelle Moussa parce qu'il se dit, mon Dieu, ce Moussa qui a toute l'Espagne, il va devenir plus puissant que moi. D'autant que Moussa avait décidé de continuer de traverser l'Espagne, de conquérir tout le sud de la France, de la Gaule, et de revenir par l'Italie, par Rome, conquérir Rome et revenir à Byzance par Rome. Et donc le calife va les confronter. Le calife rappelle Moussa avec toute son armée, il les confronte et il voit bien sûr, dans tout le butin, il voit la table de Salomon et lui aussi dit à Moussa, mais il manque un pied. Et alors Moussa dit, ben oui, on l'a trouvé comme ça. Et à ce moment-là, Tarek sort des rangs, avec dans sa main, il sort de son burnous le pied et il dit, voilà le pied. Et il dit donc au calife, c'est moi, c'est tout cela pour te prouver que tout ce butin, c'est moi et mes hommes qui avons tout récolté, que la conquête, c'est moi qui en ai fait les 3/4, et voilà, simplement, pour ta gloire et tout ça. Et je voulais que les choses soient bien mises au clair. Et donc, alors Moussa sera réhabilité contrairement oui, on le renvoie en Afrique du Nord. Il a fait des conquêtes et tout, mais après, les historiens on perd sa trace. Moussa, lui, il va être terriblement poursuivi. Il va avoir beaucoup d'ennuis. Il va finir, mourra à la Mecque, parce qu'il finira par suivre un calife qui va avoir un peu pitié de lui, qui l'emmène faire le pèlerinage, et c'est là qu'il mourra. Mais enfin, voilà toute l'histoire. Voilà, toute l'histoire est que passionnante. Cette conquête de l'Afrique du Nord, voyez, si je peux dire, elle s'est faite sur un schéma très précis. D'abord, la conquête du territoire, avec création de Kérouan. Ensuite, élimination de toute opposition, les Berbères, les Byzantins. Ensuite, installation de Djound, les positions militaires, et après cela, l'islamisation. Et islamisation qui va de pair avec arabisation, parce que pour que tous ces berbères convertis puissent lire le Coran, il faut qu'ils apprennent l'arabe. Et donc en 50 ans, toute la culture latine a disparu et l'arabisation, l'arabe, la langue arabe devient la langue officielle, peu à peu, et toute latinisation est oubliée, et c'est l'arabe et l'islam qui règnent sur toute l'Afrique du Nord. Voilà, et donc on arrive à la fin de l'émission. Nadia Agsous, peut-être qu'on a oublié quelque chose, ou bien un dernier mot alors? Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on est complètement dans la continuité, en Algérie par exemple. Voilà. On est complètement dans la continuité. Et moi, j'aurais voulu un petit peu parler de ma trajectoire rapidement, Nadia Agsous, journalistique, mais bon, après les constats. Au niveau de la littérature, en tous les cas, j'ai participé à un forum sur le roman en Algérie en décembre, et j'ai été agréablement surprise par quelque chose. Avant, on ne disait pas qu'on était berbère. On le cachait, il ne fallait surtout pas le dire. J'ai entendu des gens répondre à des personnes qui disaient arabe, on leur disait non, on est berbère. Et j'ai dit quand même, on a fait un pas. Et j'ai remarqué ça, c'est la société, l'émergence. La nouvelle constitution stipule que l'Algérie est un pays arabe. Oui, absolument. Oui, voilà. Bien évidemment. En tout cas, merci d'être venu dans le graffiti et bonne continuation. Geneviève Chauvel, a-t-on oublié quelque chose ou bien un dernier mot alors? Un dernier mot, vous voyez, je vois que cette conquête arabe, elle s'est faite, justement, la plupart des habitants de l'Afrique du Nord aujourd'hui ont des racines berbères authentiques. C'est eux les vrais habitants de ce pays, puisque les Arabes n'ont pas fait de déplacement de population. Ils se sont contentés d'islamiser et d'arabiser les populations locales et de dominer. Ensuite arrivent les Turcs, bien sûr, 4 siècles de domination turque, et ensuite, en 1830, l'arrivée des Français. Mais aujourd'hui, l'Algérie est indépendante, la Tunisie aussi, le Maroc aussi. Mais voilà que le danger est aujourd'hui à Sirte, avec un État soi-disant islamique qui détourne le Coran et qui menace peut-être les indépendances. Cela peut être une menace. En tout cas, merci d'être venu à Berbère Télévision et bonne continuation. Merci de nous avoir invités. Je vous en prie. Vous aussi, mes amis, merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Au revoir.